On les connaît peu, ils sont discrets, ils vivent dans l'ombre des géants des podiums, mais pourtant ce sont bien eux qui façonnent les athlètes qui nous font vibrer. Les entraîneurs sont les véritables chefs d'orchestre des carrières des plus grands sportifs. Pour comprendre qui ils sont réellement, mais surtout comment ils travaillent, nous recevons un psychologue du sport, Hubert Ripoll, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université et notamment l'auteur du livre « Le mental des coachs, manager la réussite sportive ». Vous écrivez « Un entraîneur est avant tout un technicien, une sorte d'orfèvre qui sait tout de son sport ». On peut dire que l'entraîneur construit son athlète ? Les grands entraîneurs sont des bricoleurs de génie. Autrement dit, pour eux, le métier n'est jamais terminé. Ils passent leur temps à peaufiner le métier, à l'améliorer. Donc, ils sont vraiment des orfèvres en la matière. Et comment est-ce qu'on devient entraîneur ? Est-ce qu'il y a une formation, un certificat à passer ou ça se fonde essentiellement sur l'expérience passée ? Alors, bien entendu, il y a des diplômes et des niveaux de diplômes qui permettent d'être entraîneur. Alors après, comment le devient-on ? Il y a différentes voies. Les grands entraîneurs sont très souvent cooptés par leur fédération et à l'issue de leur carrière d'athlète, ils vont prendre en charge une équipe, mais on n'a pas nécessairement besoin d'avoir été un grand athlète pour devenir un grand entraîneur. Il y a de nombreux cas qui le démontrent. Est-ce que devenir entraîneur, c'est une façon de poursuivre sa carrière par procuration ou bien au contraire, l'entraîneur ne doit surtout pas se projeter sur son athlète ? C'est poursuivre sa carrière, pour ceux qui ont eu une carrière. C'est poursuivre sa carrière, la prolonger autrement. Mais on ne doit pas être entraîneur en pensant que le sportif doit être votre chose. Il est là pour gagner lui-même, vous devez l'aider à le faire et il faut troquer son maillot d'athlète contre son habit et son statut d'entraîneur. C'est très important de faire ce passage, ce qui n'est pas toujours facile. Claude Onesta dit à ce sujet « J'ai toujours considéré que ce serait à mon tour un jour de prendre le relais. C'était un passage de témoin obligé et ma façon de rendre la pièce. » Donc dans cette relation athlète-entraîné, il y a l'idée de transmettre son savoir. Effectivement, chaque fédération, chaque sport, c'est une famille qui perpétue et un savoir-faire et un souvenir. Et les plus récents essayent d'être fidèles au message qui a été donné par les anciens. Alors il y a des fédérations qui ont beaucoup de valeur à transmettre et d'autres qui en ont moins. Et puis quand on regarde certains sports, où il y a des échecs un peu cruels, il faut se poser la question qu'ont transmis les pères fondateurs. Et quelle différence faites-vous entre un entraîneur qui s'occupe d'un athlète seul et un entraîneur qui s'occupe d'une équipe de football ou de rugby par exemple ? Chez l'athlète individuel, il faut être au fait de la technique et être au fait de la dimension humaine. Il va falloir apprendre à un athlète à gérer ses émotions pour en tirer le maximum et ne pas être abattu par eux. Lorsqu'il s'agit d'une équipe, certes, il faut connaître le maximum de technique, encore que ces entraîneurs peuvent déléguer à des assistants qui s'en occupent. Eux sont des spécialistes de la gestion des ressources humaines. Et le problème est qu'ils ont affaire à une équipe, avec des tensions qui traversent cette équipe, et il faut qu'ils soient capables de comprendre ce qui forge leur cohésion. Dans votre livre, quand vous parlez des entraîneurs, vous parlez d'ascèse. Est-ce qu'être un bon entraîneur, ça passe par un oubli de soi, c'est se mettre un peu au service de son athlète ? Alors deux choses. Ascèse, oui, parce que ce que vous voyez, ce que nous voyons, nous, public, c'est que la face émergée de l'iceberg. On les voit au firmament, on ne sait pas qu'il y a eu 10 ans de souffrance. Ça, c'est la première chose. Il faut donc avoir une ascèse. On n'est pas sûr de récolter ce que l'on a semé, et ce que l'on a semé est forcément très dur, très douloureux souvent. La deuxième question que vous posez, vous dites, est-ce que ça passe par un oubli de soi ? Il faut que l'athlète ou l'équipe ne soit pas votre chose. Vous la faites et elle vous fait, et vous vous faites en la faisant. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit votre faire-valoir. Vous devez amener une équipe ou un athlète à être au maximum de ce qu'il veut être et non pas de ce que vous voulez qu'il soit pour vous. Ce qui veut donc dire beaucoup d'humilité. Et c'est l'humilité et la distance qui permet d'affronter les échecs lorsqu'il y en a et la réussite, parce que c'est aussi compliqué d'assumer la réussite, plus compliqué que ce qu'on pense. Oui, d'ailleurs, ça peut paraître un peu paradoxal, mais une victoire, ça se gère. Et à ce moment-là, le rôle de l'entraîneur, c'est de persuader son athlète que ses entraînements ont toujours un sens, qu'il faut gérer les succès à long terme. Quelles que soient les conséquences
réussite ou échec, il faut toujours en revenir à la question essentielle. Pourquoi mon athlète pratique? Quelles sont ses motivations? Si je sais pourquoi, alors je peux l'aider à franchir ce pas. C'est-à-dire rationaliser, prendre de la distance et repartir, rebondir pour un nouveau challenge. Comment est-ce qu'un entraîneur gère l'échec de son athlète? Comment est-ce qu'il le force à rebondir justement? Tout d'abord, il faut rationaliser, éliminer tout ce qui est de la nature de l'ego pour poser la question objective, quelles sont les causes de cet échec? Est-ce que si c'est un individu, est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème de mental? Si c'est une équipe, est-ce que c'est un problème de cohésion? Donc, aller au cœur du métier pour comprendre ce qui n'a pas été. À partir de là, il faut réenvisager le plan de formation et se remettre au travail. Toujours positiver, dédramatiser. Mais j'imagine qu'un entraîneur est parfois atteint par la tristesse de son athlète en cas d'échec. Il est forcément atteint. Tout dépend là encore de ce qu'il investit. Si son investissement est raisonnable, ça veut dire qu'il y a de l'émotion et de la passion, mais il y a aussi de la raison, il va arriver à prendre du recul. Arriver à se remettre en cause sans charger son athlète, tout en identifiant chez son athlète ou dans son équipe quelles sont les lacunes. Et à partir de là, retravailler. Bien sûr, c'est extrêmement douloureux un échec, surtout quand on a travaillé 4 ans, voire 10 ans. Mais il faut s'en remettre et repartir. Lorsque l'entraîneur se dit « mon athlète croit en moi », et lorsque l'athlète dit « mon entraîneur croit en moi », c'est-à-dire qu'il y a cette confiance, alors on peut avancer. Et cela, ça nécessite que chacun, après une compétition, soit capable d'évaluer le pour et le contre, et ce que chacun a fait très objectivement, sans tirer la couverture à soi ou enfoncer l'autre. Alain Bernard dit au sujet de son entraîneur, Denis Augouin, « Je n'ai jamais eu de doute à son égard, c'est aussi pour cela que je ne pourrais pas m'entraîner avec quelqu'un d'autre, c'est lui et personne d'autre. » On a presque l'impression en fait que l'entraîneur et l'entraîné, c'est un couple. C'est un couple avec ce que l'on met sous la notion de couple, c'est-à-dire un tandem qui a des liens extrêmement ténus, des liens affectifs, des engagements et des prises de responsabilité. Une nécessaire grande confiance pour avancer, puisque je l'ai dit, la route est semée d'échecs. C'est vraiment un couple qui peut être fusionnel et comme tous les couples, eh bien, qui peut à des moments vivre des crises et ne pas en sortir. Ça arrive. Et ça, un entraîneur doit le vivre très mal quand un sportif décide de se séparer de lui. On pense toujours à l'entraîneur qui a eu un très grand champion, un champion olympique, et celui-ci s'en va. Là encore, ça va dépendre de ce que vous avez investi dans votre relation. Si mon champion est mon faire-valoir, et si je n'existe que par lui, le jour où il me quitte, qu'est-ce que je suis? Plus rien. Si j'ai aidé mon champion à devenir champion tout en ayant gardé mon statut de tuteur, alors je peux le voir s'envoler. C'est une relation particulière qui va se dénouer. On continuera à se voir, on continuera à s'écouter, mais chacun volera de ses propres ailes et là, je pourrai assumer. Est-ce qu'il y a des techniques pour gérer le stress de son athlète? Oui, absolument. Alors d'abord, deux choses. Certains athlètes stressent et d'autres ne stressent que dans certaines situations, ou peu. C'est-à-dire pour certains, la pression est un stress et pour d'autres, la pression est un booster. Alors bien sûr qu'il y a des techniques qui sont des techniques mentales, qui sont des techniques de rationalisation, essayer de comprendre effectivement comment ça fonctionne, des techniques d'autosuggestion, des techniques où l'on va se confronter à une situation stressante en essayant de trouver avec l'entraîneur les moyens d'en sortir. Ce sont des techniques que l'on qualifie de cognitivo-comportementales, puisque à partir d'une connaissance des raisons du stress, et par sa confrontation que l'on a avec ce stress, que l'on arrive progressivement à le maîtriser. Pour revenir à la notion d'échec, on a l'impression, quand on fait partie du grand public, que dans le cas des sports collectifs, c'est plus souvent l'entraîneur ou le sélectionneur qui est pointé du doigt par le public, par les médias. Une équipe, c'est un orchestre.
L'orchestre va battre la mesure ou non. Bien entendu, on va rechercher dans l'équipe ceux qui sont responsables. Ça peut être les joueurs. Généralement, c'est l'entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est responsable de la coordination de l'ensemble. Et quand une équipe échoue, ce ne sont pas des individus qui échouent pris isolément, c'est le système. Qui est le responsable du système? L'entraîneur, le coach. Et c'est lui que l'on peut attaquer dans ces cas-là. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que l'équipe de France de football doit sa victoire à la Coupe du Monde de 1998 en grande partie grâce à Aimé Jacquet qui a su résister aux pressions des médias. Dans une équipe, celle-là au moins, alors que Zidane n'était pas à ce moment-là la grande vedette qui était capable de faire bien fonctionner une équipe, il fallait quelqu'un qui mette du ciment et ça a été Aimé Jacquet. Il a su résister aux médias et, curieusement, il a fait de cette attaque des médias contre lui les ferments du ciment qui a permis à l'équipe de rejaillir. Et la cohésion a été extrême entre les joueurs et Aimé Jacquet. Autrement dit, face à l'adversité, ça arrive quelquefois, tous se sont réunis et il y avait quelques joueurs d'exception, dont un certain Zinedine Zidane. Est-ce qu'il y a des modes de coaching sportif qu'on pourrait transposer au monde de la politique ou au monde de l'entreprise par exemple? Absolument, et essentiellement pour une raison qui tient aux contraintes de l'activité sportive. L'activité sportive est une activité qui est soumise à la crise qui est permanente. Et le bon entraîneur, le bon coach est celui qui doit préparer son équipe ou son athlète pour faire face à une crise et qui va l'aider à vaincre cette crise et à rebondir. Dans une entreprise, très souvent, on ne voit pas la crise. C'est assez dramatique, mais c'est que l'on n'a pas anticipé et que l'on n'a rien fait pour. Dans votre panthéon des entraîneurs, il y aurait qui? Dans mon panthéon des entraîneurs, Maurice Ouvion, entraîneur de Perche. Pourquoi? Parce qu'il a duré 20 ou 30 ans et qu'il a formé les meilleurs. Claude Onesta, autant pour sa réussite que pour avoir sa capacité à cette sortie du piège de l'Euro où l'équipe a été très défaillante et elle a pu renaître pour avoir un titre olympique. Mais combien d'autres? Hubert Ripoll, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À bientôt d'en comprendre pour un nouvel échange.